y a 100 ans, une Chine instable, troublée. Aujourd'hui, une vie complètement différente pour le peuple chinois. Comment la Chine a-t-elle réalisé un changement aussi bouleversant? Dans les années 1920, la Chine était un pays faible, semi-colonial et semi-féodal, alors que la plupart des Chinois menaient une vie misérable. L'espérance de vie des Chinois était de moins de 35 ans, ce qui ne représente même pas la moitié de celle de 2015. En 1931, le Japon a occupé le nord-est de la Chine avant d'étendre la guerre d'agression au reste du pays en 1937. Selon les statistiques établies à partir de 1937, plus de 200 millions de Chinois ont fait la guerre. 35 millions de militaires et civils chinois ont été tués ou blessés. Le 15 août 1945, le Japon a annoncé sa capitulation. La Chine a enfin remporté la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine a été fondée. Le peuple chinois est alors entré dans une nouvelle ère. À cette époque-là, face aux plaies et blessures laissées par la guerre, le peuple chinois ne vivait pas dans l'abondance. Grâce aux efforts de toute la nation, les conditions de vie n'ont cessé de s'améliorer. En mai 1950, une loi sur le mariage a été promulguée. Cette première loi de la République populaire de Chine marquait une émancipation des Chinoises et les a libérées de l'entrave des mariages arrangés. À force d'efforts incessants, aujourd'hui, la Chine est dans les premiers rangs mondiaux en matière de protection des droits des femmes. Le 25 octobre 1971, la 26e session de l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution à une majorité écrasante, rétablissant les droits légitimes de la République populaire de Chine au sein des Nations unies. Parmi les 76 pays qui ont voté pour la résolution, les pays africains en représentaient environ un tiers. 7 ans plus tard, en décembre 1978, la 3e session plénière du 11e comité central du PCC a décidé d'adopter la politique de réforme et d'ouverture. Dès lors, la puissance économique de la Chine s'est considérablement accrue et son PIB total est passé à la 2e place mondiale. Sous le vent de la réforme et de l'ouverture, de plus en plus d'agriculteurs quittent leurs terres pour aller travailler dans les villes. Ils sont répartis dans tous les métiers et contribuent grandement au changement de visage des villes chinoises. Shenzhen, ancien petit village de pêcheurs, est devenu il y a 40 ans la première zone économique spéciale établie en Chine. Selon le rapport publié par l'Académie chinoise des sciences sociales et ONU Habitat, la compétitivité économique et durable de Shenzhen se classera en 9e position mondiale de 2020 à 2021, en mesure de rivaliser avec d'autres grandes villes du monde, telles que New York ou Tokyo. Hong Kong et Macao sont respectivement retournés dans le giron chinois en 1997 et 1999. Ces deux villes, ainsi que Guangzhou et Shenzhen, sont les moteurs principaux du développement de la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Parmi les 4 grandes baies du monde, la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao présente de grands avantages en termes de superficie, de population et de commerce extérieur, tout en conservant un énorme potentiel de croissance économique. Le 11 décembre 2001, la Chine a adhéré à l'OMC, une étape importante pour la Chine dans sa participation à la mondialisation économique. Dans les années 1980, les produits exportés chinois sont principalement des produits textiles, alimentaires et d'autres produits d'industrie légère. Après l'entrée de la Chine dans l'OMC, la structure des produits exportés chinois a fortement changé et la proportion des produits de haute technologie ne cesse de s'accroître. Avec l'initiative La Ceinture et la Route, lancée en automne 2013, la Chine et les pays le long de la Ceinture et la Route ont vu une forte croissance de leurs échanges et leur coopération. Le fret ferroviaire Chine-Europe a réalisé des résultats remarquables. Fin décembre 2020, le bilan montrait un total de près de 30 000 trains de fret Chine-Europe. La Chine accumule les victoires dans sa lutte incessante contre la pauvreté. Au cours des 40 dernières années de réforme et d'ouverture, plus de 700 millions de personnes en Chine sont sorties de la pauvreté, contribuant pour plus de 70% à la réduction de la pauvreté dans le monde. Le 23 novembre 2020, les derniers comtés démunis de la Chine sont sortis de la pauvreté. En 2021, la Chine commence un nouveau voyage pour construire un pays plus prospère.
Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont augmenté plus que prévu en mars par rapport au mois précédent, alors que la Banque centrale marchait sur une corde serrée entre le soutien à la reprise rapide de l'économie et la réduction des risques de dette. Les données de la Banque populaire de Chine lundi ont montré que les banques chinoises avaient accordé 2730 milliards de yuan de nouveaux prêts en mars contre 1360 milliards de yuan en février. Ce chiffre a dépassé les attentes. Le financement global de l'économie réelle par la Chine ou financement social a également rebondi en mars. Cela signifie que les mesures de relance précédentes ont réussi à diriger davantage de soutien au crédit vers les entreprises, en particulier les petites entreprises privées. Par ailleurs, la masse monétaire générale M2 en mars a augmenté de 9,4% par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur aux estimations de 9,6%. Elle avait augmenté de 10,1% en février. Les prêts en yuan en cours ont augmenté de 12,6% par rapport à l'année précédente contre 12,9% en février. La Banque centrale a déployé une série de mesures, dont des baisses dans les taux d'intérêt et les ratios de réserve obligatoires, pour soutenir l'économie. Mais elle a maintenu le taux de référence des prêts, le taux préférentiel des prêts, inchangé depuis mai. Les tendances de crédit en Chine sont surveillées de près par les investisseurs qui sont de plus en plus préoccupés par le resserrement des politiques, alors que Beijing cherche à sortir des mesures d'urgence maintenant que la deuxième économie mondiale montre de forts signes de reprise. Un an après le début de la pandémie de Covid-19, et grâce aux politiques, la récession devrait laisser des cicatrices plus faibles que la crise financière de 2008. Mais les experts disent que, contrairement à la récession qui avait commencé au cœur du secteur financier, celle-ci est une crise sanitaire qui a eu un impact direct sur l'économie réelle. Nous devons donc nous concentrer sur cela à l'avenir. Tin Tien, l'ambassadeur de Chine en Somalie, a déclaré que la Chine était le premier pays à fournir une assistance vaccinale à la Somalie. Avec des actions concrètes, elle a honoré son engagement solennel de faire les vaccins un produit public mondial et de promouvoir la distribution équitable des vaccins dans le monde. Le ministre de la Santé de la Somalie, au nom du gouvernement et du peuple somalien, a sincèrement remercié le gouvernement chinois pour son aide généreuse, affirmant qu'au moment critique de la lutte de la Somalie contre l'épidémie, l'arrivée du vaccin favorisera fortement la lutte contre l'épidémie et renforcera la confiance de la population dans la lutte contre l'épidémie. Le gouvernement de la Somalie le distribuera à tous les États et régions de la Somalie dès que possible pour organiser des vaccinations afin de prévenir la récente épidémie. Le porte-parole du ministère chinois du commerce Gao Feng a déclaré que la chaîne d'approvisionnement industriel mondial avait les attributs d'un produit public et que le maintien de sa sécurité était dans l'intérêt de la Chine, des États-Unis et du reste du monde. Le commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis a connu une croissance rapide au premier trimestre de cette année. Le volume total des échanges a augmenté de plus de 60% par rapport à il y a un an. Entre-temps, la Chine a de nouveau exprimé de graves préoccupations concernant la décision du Japon de rejeter dans la mer des eaux usées radioactives de la centrale nucléaire de Fukushima. Gao dit que l'allégation du Japon sur la salubrité de l'eau est basée sur des données unilatérales, ce qui, selon lui, n'est absolument pas convaincant. Indépendamment des questions et de l'opposition nationale et étrangère, le gouvernement japonais n'a pas pleinement négocié avec les pays voisins et la communauté internationale et pris unilatéralement la décision de rejeter les eaux usées nucléaires de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique. La Chine est sérieusement préoccupée par cette situation. La Chine suivra de près l'évolution de la situation et évaluera soigneusement les menaces qu'elle peut représenter pour la sécurité et le commerce des produits alimentaires, agricoles et aquatiques connexes.
Depuis quelques jours, une information touchant à l'efficacité des vaccins chinois fait les gros titres des médias français, toujours à l'affût de critiques sur la Chine. Et voilà ce que l'on trouve à partir d'une simple recherche sur Google. La Chine remet en cause l'efficacité de ses propres vaccins, LCI. L'efficacité des vaccins chinois remise en question par un haut responsable, France Télévisions. L'efficacité des vaccins chinois n'est pas très élevée, reconnaît un responsable, Le Figaro. La Chine doute de ces vaccins et envisage de les combiner pour renforcer leur efficacité, Nouvel Observateur. Les autorités chinoises reconnaissent la faible efficacité de leurs vaccins, Ouest France, et la liste est encore bien longue. Le sujet déchaîne à nouveau les passions. Ces articles, voire reportages, amènent à une même conclusion unanime. Les vaccins chinois ne sont pas fiables car les autorités chinoises l'ont elles-mêmes reconnu. Et ce malheureux Gao Fu, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention de maladies, a été plongé dans un tourbillon médiatique et d'opinion publique suite à son intervention lors d'une conférence à Chengdu. Pourtant, il a bien dit qu'il s'agissait d'un total malentendu. Il tenait simplement d'expliquer que les données obtenues quant à l'efficacité des vaccins dans le monde peuvent varier de niveau faible à élevé. Son intervention visait à partager des pistes de réflexion sur les possibilités d'optimisation des recherches en la matière. Mais le démenti de M. Gao n'a pas fait couler autant d'encre dans la presse française, bien évidemment, et l'image qu'ont les Occidentaux sur les vaccins chinois s'est encore assombrie en raison de cet incident. Je ne souhaite pas revenir sur les débats quant à l'efficacité des différents vaccins disponibles sur le marché. Je laisse cela aux spécialistes, aux chercheurs, au corps médical, à ceux qui sont au front pour endiguer cette pandémie. Je ne vais pas non plus inviter tous les Occidentaux à utiliser les vaccins chinois au lieu de ceux de Pfizer ou Moderna par exemple. Pour moi, se faire vacciner ou pas, pouvoir choisir avec quel vaccin, relève d'une décision purement personnelle, en Chine comme ailleurs. Oui, je me suis fait vacciner avec celui du laboratoire Sinovac. Je n'ai eu aucun effet secondaire et au moins je me sens protégé. Ce n'est pas un secret. Quand un pays décide de commercialiser un nouveau vaccin pour préserver la santé de sa population, cela passe par un processus long et complexe. Et la Chine ne fait pas exception. Il faut savoir que le niveau de protection n'est pas l'unique critère pour évaluer un vaccin. La sûreté en est un autre qui est aussi très important. Enfin, à voir les médias français ou plutôt certains se saisir de la moindre occasion pour décrédibiliser les vaccins chinois en fournissant des informations incomplètes, ne sont-ils pas en train de priver leurs compatriotes du droit à un choix supplémentaire qui n'est peut-être pas si mauvais au final? On parle là de protection qui plus est en situation d'urgence sanitaire. Les vaccins sont l'espoir de l'humanité, la solution aujourd'hui disponible pour vaincre la pandémie qui nous fait souffrir déjà depuis trop longtemps. Chaque pays ayant apporté sa contribution au développement de nos vaccins mérite du respect. Laissons les vaccins nous unir, pas nous diviser.